Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 4 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Mehendi, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier, parce que c'est vraiment important. Je veux parler des pays qui ont participé jusqu'à présent aux funérailles du guide suprême de l'Iran. Mais avant d'en arriver là, il y a eu hier une information de dernière minute concernant le Yémen. Un avion civil iranien a brisé le blocus de 10 ans imposé au Yémen. On sait que les États-Unis ont soutenu ce blocus pendant plus de 10 ans. Et là, on voit cet avion iranien qui se rend au Yémen. Et tout de suite, les chasseurs saoudiens ont essayé, disons, de provoquer des incidents. Mais il semble qu'ils aient été repoussés de l'espace aérien yéménite par le système de défense aérienne du pays. Quelle était l'importance de cet événement? Quelle était la véritable raison de ce vol iranien vers le Yémen? Eh bien, il faut garder à l'esprit que le Yémen, le génocide au Yémen a commencé avant Gaza. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, le génocide au Yémen a commencé avant celui à Gaza. Et les Américains, les Saoudiens, les Émiratis ainsi que tous les pays de la région ont aidé les Saoudiens et les Émiratis à le mener à bien. En 2015, quand Obama a donné le feu vert pour lancer le génocide, Erdogan en Turquie, le Qatar, les Émirats, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, tous étaient alliés. L'Égypte, la Jordanie, tous ont collaboré avec l'Occident. J'ai rencontré un Américain, un ancien responsable américain, qui m'a raconté qu'il se trouvait sur un navire de guerre des États-Unis, en mer Rouge, pendant le siège du Yémen, au moment de cette guerre génocidaire. Et le navire sur lequel il était a intercepté un petit bateau qui transportait des médicaments vers le Yémen. Les marins américains sont alors allés jeter tous les médicaments à la mer. Le Yémen faisait face à cette coalition de monstres. Ils étaient encerclés, mais ils les ont vaincus. Et bien sûr, la Turquie et le Qatar, enfin, je ne devrais pas dire la Turquie, mais Erdogan, parce qu'Erdogan n'est pas la Turquie. Donc, Erdogan et le Qatar ont soutenu le génocide. Mais ensuite, quand les Saoudiens et les Émiratis ont vu leurs différends avec le Qatar s'aggraver, ils ont assiégé le Qatar et l'Iran a sauvé le Qatar. Parfois, je me demande si l'Iran aurait dû le faire. Puis le Qatar s'est détaché de cette coalition, et Erdogan aussi. Pas par sympathie pour le peuple yéménite, mais à cause de leur désaccord avec les Saoudiens. Quoi qu'il en soit, ils ont survécu à cette guerre génocidaire, et ils sont assiégés depuis. Et même si personne ne les a soutenus, ils sont venus en aide à Gaza. Ils ont fermé la mer Rouge pendant le génocide à Gaza, et ils ont continué à le faire jusqu'au soi-disant cessez-le-feu. Bien sûr, c'était un faux cessez-le-feu, mais tous les pays de la région l'ont soutenu, et ils ont aussi soutenu Trump. À Sharm el-Sheikh, en Égypte, dans ce cirque qu'on a vu il y a environ 1 an et demi, je dirais. Mais en tout cas, le Yémen est assiégé depuis, et les vols en provenance d'Iran ont été interdits. Pourtant, les Iraniens ont quand même envoyé un avion vers le Yémen. Les Saoudiens ont essayé d'intimider les pilotes et d'empêcher l'avion d'atterrir, comme ils l'avaient déjà fait il y a de nombreuses années. Ils avaient bombardé l'aéroport pour que l'avion iranien ne puisse pas se poser. Mais cette fois, ils ont échoué, et l'avion iranien a atterri. C'était donc un événement important pour le Yémen, pour l'Iran et pour toute la région. Et je pense que c'est un symbole de ce à venir. Oui, et nous avons les funérailles du guide suprême de l'Iran, l'ancien guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. Plus de 100 pays y ont participé jusqu'à présent. Et hier, on a appris que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, avait émis, le 26 juin, une directive classifiée à toutes les ambassades des États-Unis dans le monde pour faire pression sur les pays afin qu'ils n'assistent pas aux funérailles du guide suprême iranien. Pour l'instant, d'après ce qu'on a vu,
Les pays de la région sont présents. On a l'Arabie saoudite, le Qatar, Oman, la Russie, la Chine et d'autres. Mais les Européens, eux, sont absents. On n'a vu aucun Européen, aucun Américain non plus, ni d'Amérique du Nord, ni d'Amérique du Sud. Je ne sais pas combien de pays de ces régions étaient concernés, parce qu'il semble qu'il y ait une énorme pression des États-Unis sur d'autres pays. Je ne sais pas si le Japon était présent, ou la Corée du Sud. Quelle est votre lecture de ce nouveau rapport venu des États-Unis? Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est un enterrement, et ils ont tellement peur. Vous voyez que certains pays y participent. Quelle est votre analyse de tout ça? Oui, les Américains ont menacé certains pays pour qu'ils ne participent pas. Et bien sûr, certains pays, par peur, ne participent pas, en Amérique latine et en Afrique. Certains pays de la région, évidemment, sont aussi des relais des États-Unis et eux non plus ne participent pas. Quant aux Européens, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'ils participent. Et personnellement, je ne veux pas qu'ils participent. Je ne pense pas que qui que ce soit ait envie de voir ces gens-là. Ils ne valent pas notre temps. Et leur présence ne ferait qu'agacer le public. Parce qu'après tout, ils ont fait partie de la guerre. Je veux dire, l'Arabie saoudite et le Qatar aussi faisaient partie de cette guerre. Mais en tout cas, les Iraniens veulent empêcher la région de se désintégrer et de s'effondrer, parce que c'est exactement ce que fait le régime israélien. C'est ce qu'ils cherchent à obtenir. Alors, les Iraniens veulent améliorer leurs relations avec les Saoudiens et avec d'autres pays de la région qui ont participé à cette guerre criminelle pour le bien de la région, pour la stabilité du Golfe Persique et de l'Asie de l'Ouest en général, et aussi pour affaiblir la présence américaine dans la région et affaiblir le régime israélien. Mais personne en Iran ne se soucie du fait que les Européens ne soient pas là. Pendant la guerre de 12 jours, on se souvient tous que la chancelière d'Allemagne avait déclaré que le régime israélien faisait le sale travail à leur place. Et le Premier ministre australien a dit que personne ne pleurait ce qui s'est passé. L'attaque illégale en Iran et l'assassinat de l'ayatollah Khamenei avec sa famille, sa petite fille, un enfant d'1 an. Donc je ne pense pas que qui que ce soit se soucie de leur présence ou non. Mais il y avait ici une présence importante, venant de pays influents, des pays des BRICS, des pays de la région, d'Asie centrale et du Caucase. Et bien sûr, le plus marquant, ce sont les foules immenses qui se sont rassemblées. Je n'y suis pas encore allé, mais depuis avant minuit hier soir, les gens se réunissaient déjà à l'endroit où l'ayatollah Khamenei devait être conduit ce matin à 6 heures. Au moment où il est arrivé, il y avait déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes sur place. Et toute la journée, les gens n'ont cessé d'y aller. Il fait très chaud à Téhéran, comme vous le savez. En été, on atteint facilement 39-40 degrés. Et c'est difficile d'y accéder, parce que toutes les zones autour du complexe ont été bouclées pour des raisons de sécurité. Des dirigeants étrangers vont bien sûr être présents, et il y a cette crainte que les terroristes kurdes du nord de l'Irak cherchent à mener une opération. Ou encore que Daesh et Al-Qaïda, vous savez, ces groupes wahhabites, salafistes, takfiris que l'Occident forme et soutient au Pakistan, dans les zones hors contrôle, que ces groupes-là tentent de commettre des attentats. On les a déjà vus essayer de s'infiltrer dans le pays. Ils ont aussi tué plusieurs soldats près de la frontière pakistanaise, de la frontière irakienne, dans le nord de l'Irak. Donc, oui, il y a beaucoup de sécurité, mais aussi d'immenses foules. Et comme on peut le voir à la télévision en direct, pour ceux qui regardent, je suppose, Press TV ou Al Mayadeen, la chaîne arabe, ou d'autres chaînes iraniennes, on voit à quel point la foule est impressionnante.
Les gens vont et viennent. Certains y vont à minuit, d'autres tôt le matin, d'autres en fin de matinée ou encore en début d'après-midi. Moi, j'irai sans doute vers 4h30, 5h30, quelque chose comme ça. Il y a eu des informations selon lesquelles le vice-président des États-Unis aurait, d'une manière ou d'une autre, prévenu Erdogan pendant la guerre de l'arrivée de terroristes kurdes en Iran. Et ensuite, Erdogan serait intervenu, aurait passé des appels. Franchement, c'est incroyable, cette histoire qu'on raconte, parce qu'on essaye de faire croire que J.D. Vance aurait voulu informer le président turc pour éviter une attaque contre l'Iran menée par ces terroristes kurdes qui, comme Donald Trump lui-même l'a déjà dit, reçoivent beaucoup d'armes des États-Unis. Et ils étaient équipés, ou du moins, on dit qu'Israël le voulait. Et toute la situation s'est retournée contre Israël. D'ailleurs, c'est le Jerusalem Post qui l'a rapporté. J'ai dit qu'en ce moment, Israël n'est pas content de ce qu'a fait J.D. Vance. Quand on parle des terroristes kurdes, de ces groupes dans le Kurdistan irakien, à quel point est-ce une préoccupation pour l'Iran? Je me souviens que depuis le début de la guerre, l'Iran les a attaqués plusieurs fois, a détruit, vous savez, leurs installations, leurs forces. Est-ce que c'est une menace importante pour les Iraniens? Parce qu'au fond, combien de forces ont-ils vraiment? Non, les États-Unis n'ont rien communiqué aux Iraniens. C'est une fausse information, tout simplement inventée. Les Iraniens, eux, ont profondément infiltré ces groupes et ils les visent régulièrement. Le gouvernement du nord de l'Irak, le gouvernement kurde local, agit comme un relais des États-Unis et il est allié à des responsables israéliens. Donc, ils ne feront rien pour arrêter ces groupes. Parfois, ils essaient ou ils font un petit geste sous la pression de l'Iran, mais en réalité, ils les tolèrent et leur permettent d'avoir des bases dans tout le nord de l'Irak. Et depuis le début de la guerre, l'Iran les bombarde à plusieurs reprises. Mais non, J.D. Vance n'a joué aucun rôle. Les États-Unis non plus n'ont eu aucun rôle dans la prévention de ces attaques. En fait, une autre fausse information que les Américains diffusent à travers le Washington Post et le New York Times, c'est cette idée selon laquelle les Iraniens auraient été prévenus par les Américains que les Israéliens voulaient abattre l'avion dans lequel je me trouvais, qu'ils voulaient assassiner les négociateurs quand ils étaient à Islamabad. C'est encore un mythe. Il n'y a jamais eu de message des États-Unis à l'Iran. Les Iraniens, quand ils étaient à Islamabad, quand nous étions à Islamabad, le Washington Post a d'ailleurs publié un article, une tribune, disant que les négociateurs devraient être assassinés, qu'ils devraient être tués. Et ensuite, quand les discussions se sont effondrées, certains ont pensé qu'il était possible que les Américains ou les Israéliens aient abattu l'avion. Souvenez-vous, Trump a menacé à plusieurs reprises de tuer les négociateurs iraniens, tout récemment encore, pendant les dernières discussions. Il a aussi menacé d'anéantir l'Iran, de le ramener à l'âge de pierre et d'effacer notre civilisation. C'est le monstre qu'il est, vous savez. C'est exactement le genre de choses qu'il dit. Mais Vance n'est pas différent. Alors les Iraniens, la délégation, ont décidé, enfin, la sécurité iranienne a décidé, de changer d'avion et de voler vers Mashhad, près de la frontière avec l'Afghanistan et le Turkménistan. Ensuite, nous avons fait le trajet par la terre jusqu'à Téhéran. Et c'est ce que nous avons fait. Parce qu'il faut se rappeler que les avions israéliens ne peuvent pas bombarder l'Iran facilement. Pas du tout. Ce sont les avions américains qui ravitaillent ces appareils. Ce sont des avions américains qui ravitaillent ces jets, ce qui leur permet d'atteindre l'Iran. Aller jusqu'à Mashhad, pour le régime israélien, c'est pratiquement impossible. Pendant la guerre de 12 jours, comme pendant cette guerre récente qui n'est pas terminée, tous les avions israéliens étaient ravitaillés par les Américains. Sans eux,
Ils n'ont tout simplement pas la capacité de mener une guerre contre l'Iran. Et s'ils en déclenchent une, l'Iran les écrasera. Ils ne peuvent pas faire grand-chose sans le soutien total des États-Unis. Donc, tout ça, c'est du n'importe quoi. Les Américains n'ont informé personne des attaques venues du Kurdistan irakien. Au contraire, ils les ont encouragées. Et c'est la même chose avec ces takfiris au Baloutchistan, au Pakistan, d'où ils lancent leurs attaques. Tout cela s'est fait avec un soutien financier, un soutien militaire et une couverture politique de la part des gouvernements occidentaux, en particulier des États-Unis et d'Israël. Donc non, les Américains mènent une guerre totale contre l'Iran. Les émeutes dont vous vous souvenez à Téhéran, il y a quelques mois, où l'on disait que l'Iran avait tué des centaines, voire des milliers, ou même des dizaines de milliers de personnes. Toutes ces histoires absurdes. Les armes avaient été fournies aux émeutiers qui tentaient de provoquer un coup d'État ou une insurrection militaire. Mais ils ont échoué. Tout cela s'est fait avec le plein soutien des Américains et des Israéliens, souvent avec la participation du renseignement britannique et parfois aussi du renseignement français. Oui. Concernant le détroit d'Ormuz, hier on a appris qu'environ 33 navires avaient traversé le détroit. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Mais il y a une nouvelle déclaration, une déclaration conjointe de la France et du Royaume-Uni, qui a été condamnée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Karib Abadi. Il a dénoncé ce que ces deux pays essaient de faire, une sorte de coopération. Je ne sais pas comment les Iraniens perçoivent le fait que ces deux pays se rendent à Oman, qu'ils établissent un nouveau lien avec Oman, qu'ils cherchent à se rapprocher d'Oman, et dans quelle mesure cela peut vraiment changer la situation dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour les Iraniens? Eh bien, si Oman veut entretenir de bonnes relations avec l'Iran, alors il s'abstiendra de faire quoi que ce soit contre l'Iran. C'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Ils ont refusé d'y participer, contrairement au Koweït, aux Émirats, à l'Arabie saoudite, au Qatar et à Bahreïn, et ils en ont tiré profit. Je doute qu'ils se laissent convaincre par deux pays sans importance comme les Britanniques et les Français, qui n'ont plus vraiment d'armée et qui sont déjà bien occupés avec leur sale guerre en Ukraine. Donc, je ne pense pas qu'Oman fera quoi que ce soit d'insensé à ce sujet, parce que l'Iran ne le tolérerait pas, c'est certain. Et les Français, comme les Britanniques, ne représentent pas une force que l'Iran prend au sérieux. Encore une fois, le vice-ministre des Affaires étrangères a dit ce qu'il fallait dire. Mais si jamais il s'engage vraiment dans la mauvaise direction, alors cela voudra dire que l'Iran devra s'en occuper autrement. Quelle est la perception du côté iranien concernant les actions ou la manière dont les États-Unis agissent? Il semble que, selon certains médias en Iran, les États-Unis enverraient des armes dans la région. De quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il des preuves que les États-Unis cherchent à déployer davantage d'armes ou de forces dans la région, peut-être pour tenter quelque chose avant les élections de mi-mandat aux États-Unis? Ce n'est pas impossible. Les Américains, après le cessez-le-feu, ont envoyé beaucoup de matériel dans la région, et une grande partie de ce matériel était destinée aux opérations terrestres. Ils ont déployé des troupes pour ces opérations qui pourraient être menées depuis le Koweït, les Émirats ou Bahreïn, parce que c'est là qu'ils ont stationné une grande partie de leurs forces terrestres. Bien sûr, ils ont aussi leurs avions, leurs chasseurs et tout le reste répartis dans toute la région, y compris en Jordanie. Les troupes pour les opérations au sol se trouvent surtout, d'après ce que je sais, en tout cas c'était le cas il y a quelque temps, dans ces trois pays. Mais les Iraniens, eux, sont prêts à ça. Depuis le cessez-le-feu,
La fin de cette guerre de 39 jours, les Iraniens se préparent. Ils se sont préparés, ils ont reconstruit tout ce qui avait été endommagé. Et depuis le protocole d'accord, enfin, certains disent que ce protocole est un mauvais accord, mais je ne veux pas relancer ce débat. On en a déjà parlé. Il y a des aspects positifs et il y a aussi des faiblesses, c'est évident. Mais personne en Iran, dès le départ, ne pensait que les Américains allaient vraiment respecter ce protocole. Personne n'était aussi naïf, en tout cas, pas ceux qui détiennent le pouvoir. Mais les Iraniens voulaient exporter leur pétrole et ils avaient accumulé une grande quantité de pétrole dans le golfe Persique qui ne pouvait pas partir. Beaucoup de pétroliers étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas partir à cause du blocus américain. Alors, le protocole d'accord a permis à l'Iran d'envoyer très rapidement de très grandes quantités de pétrole vers ces marchés asiatiques. Et c'était nécessaire parce qu'il y a une population de plus de 90 millions d'habitants. Et avec les réfugiés afghans, on parle sans doute de 95, 96, voire 97 millions de personnes. Les Iraniens s'en sont donc servis pour stabiliser un peu l'économie parce qu'elle a été durement touchée par la guerre et qu'elle subit des sanctions depuis des décennies. En parallèle, l'Iran se préparait. Il construisait de nouveaux missiles, de nouveaux drones, développait ses bases souterraines, ses centres de commandement et de contrôle, également souterrains. Ils ont aussi remplacé des milliers de leurs détruits par de nouveaux. L'un des gros problèmes pour les Américains, c'était que les principaux sites iraniens étaient profondément enterrés. Ils ont continué à les bombarder avec des B-52 sans aucun résultat. Un autre problème, c'était tous ces leurres. Ils n'arrêtaient pas de bombarder des leurres, d'en détruire et de gaspiller des milliards de dollars sur des cibles factices. Certains étaient fabriqués en Iran, mais la plupart, d'après ce que je sais, venaient de Chine. Et puis, il y avait la question des stocks. L'Iran avait ses réserves de blé, de riz, de céréales. L'Iran garde toujours d'importantes réserves de tout ça, comme vous le savez. Pendant la guerre, à cause du blocus, les Américains ont empêché ces cargaisons d'entrer dans le pays. Mais les navires iraniens qui attendaient ont fini par arriver, et l'Iran a pu acheter de nouvelles provisions. Donc l'Iran se prépare, en gros, à une nouvelle guerre, et ça pourrait arriver avant les élections de mi-mandat, ou après. Mais personnellement, je pense que ce serait une erreur encore plus grave pour les États-Unis que la guerre actuelle, parce que l'Iran sait qu'il va gagner. Il a confiance en lui. Il connaît désormais les capacités américaines. Rappelez-vous, l'Iran a remporté la guerre de 12 jours, mais il s'est encore mieux comporté dans cette guerre-ci, justement grâce à tout ce qu'il avait appris pendant la guerre de 12 jours. Aujourd'hui, les Iraniens sont encore mieux préparés et les États-Unis ne sont pas en position de force pour mener une guerre. Donc oui, c'est possible que les Américains attaquent, mais les Iraniens, eux, sont tout à fait prêts à leur faire face. On dirait que pour les États-Unis en ce moment, le plus gros problème, c'est le détroit d'Ormuz. C'est quand même incroyable que personne ne parle du programme nucléaire iranien. Tout tourne autour du détroit d'Ormuz. Et hier, on a appris que Donald Trump, ou plutôt l'administration Trump, aurait proposé que l'Iran n'ait pas de système de frais, pas de mécanisme de paiement dans le détroit d'Ormuz. À la place, ils récupéreraient leurs avoirs gelés. Est-ce qu'il y a eu une vraie négociation ou est-ce que c'était du bluff? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Et quelle est la position de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et sur ce nouveau mécanisme? Oui. Les Américains mentent tout le temps. Je veux dire, c'est comme cette histoire selon laquelle ils auraient prévenu les Iraniens d'un assassinat ou d'une tentative d'assassinat contre les négociateurs. C'était un mensonge. Souvenez-vous, Trump a dit il y a seulement quelques jours que les Iraniens avaient demandé une rencontre
3 ou 4 jours plus tôt, à Doha, et qu'il avait accepté. Les Iraniens n'ont rien demandé et il n'y avait aucun projet de réunion. Les Américains ont envoyé Witkoff et Kushner, et personne du côté iranien n'était présent. Witkoff and Kushner, and no one from Iran attended. The following day, there were low-ranking. Le lendemain, il y avait des responsables de rang inférieur et un vice-ministre des Affaires étrangères à la tête d'une délégation prévue à l'avance pour négocier avec le Qatar et le Pakistan, les médiateurs, à propos du Liban et des avoirs iraniens volés. Et c'est tout. Donc tout ce qui vient de Washington, il faut le prendre avec des pincettes. Et ça fait partie. Les Iraniens, bien sûr, n'accepteront jamais de renoncer à leur contrôle sur le détroit d'Ormuz. C'est permanent. Et ce n'est pas seulement une question de droit de passage. Les Iraniens veulent garder la main sur le détroit pour s'assurer que leurs ennemis ne puissent pas l'utiliser et transformer à nouveau la région du Golfe Persique en zone de guerre. Donc non, c'est hors de question. Ça veut dire qu'aucun destroyer, aucun navire militaire ne va passer par le détroit d'Ormuz. C'est ça le message des Iraniens. En gros, ils veulent contrôler le détroit pour des raisons de sécurité. Ce sera pour des raisons de sécurité, mais il y aura aussi un aspect financier, c'est certain. Ils vont percevoir des frais. Et si Oman ne veut pas en faire partie, les Iraniens ont dit aux Omanais, « Très bien, dans ce cas, nous contrôlerons le détroit nous-mêmes et c'est nous qui prendrons les frais. Si vous ne voulez pas participer, vous n'êtes pas obligés. Mais qu'Oman en fasse partie ou non, ça ne changera rien. L'Iran contrôlera le détroit. » Hier, on a entendu le président du Parlement iranien répondre à Donald Trump. Et Donald Trump affirmait, comme vous le savez, que l'Iran est censé utiliser son argent pour acheter de la nourriture pour son peuple. Parce qu'en ce moment, les Iraniens ont très faim. Il disait aussi qu'ils achètent exclusivement aux États-Unis du maïs, du soja et tout ce genre de choses. Et puis, on a eu la réponse du président du Parlement iranien. Il a dit « Imaginez avoir plus de 40 millions de vos propres citoyens qui dépendent des bons alimentaires et oser traiter une autre nation de pays affamés. Ce n'est pas une proclamation, c'est une projection. Gardez vos... » Proclamation. This is a projection. Keep your what the thing is, Nima. Tu sais, Nima, je dis ça pour tes téléspectateurs. Tu le sais aussi bien que moi. En Iran, on n'a pas de sans-abri dans les rues. En Iran, on ne connaît pas la faim comme on la voit dans beaucoup d'autres régions du monde. Le gouvernement a la responsabilité de nourrir tout le monde. C'est pour ça qu'on a toujours de très grandes réserves de produits alimentaires essentiels et qu'ils sont subventionnés. Malheureusement, en ce qui concerne ces subventions, il y a de gros problèmes, parce que parfois des gens comme moi, qui ne sommes pas pauvres, ou des personnes aisées, en profitent aussi. Je veux dire, je ne suis pas riche, mais les riches aussi. Et les gens comme moi, qui ne sont pas pauvres, on reçoit d'énormes subventions. Vous savez, le prix de l'essence en Iran, c'est quoi? 1 ou 2 centimes le litre. Ce qui ferait, je suppose, 8 ou 9 centimes le gallon. Et ça, c'est juste une des subventions. L'électricité est subventionnée. L'eau est subventionnée. Ce qui, franchement, ne devrait pas être le cas. Mais bon. Et les produits alimentaires sont subventionnés aussi. En Iran, on n'a pas... Enfin, il y a beaucoup de difficultés. On subit les sanctions de pression maximale. Leur but, c'est de rendre la vie difficile. La guerre, les bombardements sur les infrastructures iraniennes, on a déjà connu tout ça. Mais nous, on ne souffre pas de la faim. Et c'est un peu décevant pour moi de voir parfois certains partisans de l'Iran, et je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, un peu partout dans le monde, se réjouir que la situation se soit retournée contre l'Empire. Mais parfois, les gens croient ce que dit Trump. Alors, quand Trump affirme que tous les avoirs iraniens volés
seront utilisés exclusivement pour acheter des produits agricoles américains, c'est tout simplement faux. Pourtant, certaines personnes, malheureusement, quand Trump dit quelque chose, même si tout le monde sait qu'il ment en permanence, eh bien, pour une raison ou une autre, ils partent du principe que quand il s'agit de l'Iran, ce qu'il dit est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Yeah. When, Professor Marandi, when it comes to the case of Professeur Marandi, do you quand on think parle that- du cas du Liban, is there any pensez-vous qu'il solution, existe une any sort solution, of même à court terme, short-term à ce qui se solution passe to what là-bas? has happened in Lebanon? We have On voit bien qu'il y a des some tensions sort of entre les autorités libanaises, le problems président et le chef de l'armée, rising between le général Haïkal. Lebanese Tout semble tourner president autour and de la head of pression army, qu'ils veulent General exercer Haykal. sur le Hezbollah. It's all about, the Je ne sais pas pressure quelle est la on perception the iranienne de cette Hezbollah. situation, I don't know what ni is comment on the voit les choses à perception Téhéran. on that and what's going Parce on que in d'un Lebanon. côté, on a un gouvernement libanais qui semble vouloir faire tout ce que demandent les États-Unis et les Israéliens. Et de l'autre, si je ne me trompe pas, Light, qui est à Beyrouth, je lui parle chaque semaine, m'a dit qu'entre 26 et 50% de l'armée libanaise sont chiites, des musulmans chiites. Cela montre à quel point il est difficile de s'opposer au Hezbollah. Quelle est donc la lecture iranienne de cette situation? D'autant plus que, dans le protocole d'accord, la toute première ligne concerne le Liban et qu'il y est mentionné 3 fois. Cela montre bien à quel point le Liban est important pour l'Iran. Il faut aussi garder à l'esprit que beaucoup, vraiment beaucoup de chrétiens au Liban, mais aussi de sunnites et de druzes, soutiennent la résistance. Et bien sûr, même si les Saoudiens, les Qataris, la Turquie et les Européens, à travers leurs ONG, injectent énormément d'argent dans leurs groupes alliés et se montrent très hostiles envers la résistance, ils essayent de détourner les différentes communautés de ce mouvement. Mais malgré tout, la majorité des Libanais soutient la résistance. On l'a vu lors des dernières élections et aussi dans les sondages plus récents. C'est très clair, surtout chez les jeunes. Oui, surtout chez les jeunes. Donc, ce n'est pas seulement la communauté chiite qui soutient la résistance, qui soutient le peuple palestinien et qui s'oppose au régime israélien. Il y a des forces importantes dans toutes les autres communautés aussi. Mais la seule solution, c'est le protocole d'accord avec l'Iran. C'est la seule chose que l'Iran acceptera. Les Américains auront besoin à un moment donné d'un accord avec l'Iran. Ils ont besoin d'une normalisation dans le détroit d'Ormuz. En ce moment, les Iraniens montrent une certaine souplesse parce que le blocus a été levé, les sanctions sur le secteur pétrolier iranien ont été levées, les massacres au Liban se sont en grande partie arrêtés et des négociations sont en cours concernant les avoirs iraniens. Certains disent qu'il y a eu des progrès. On verra bien. Mais le fait est que, au bout du compte, si les États-Unis ne tiennent pas leurs engagements concernant le Liban, il n'y aura pas d'accord. Et dans ce cas, le détroit d'Ormuz entrera dans une nouvelle phase. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le programme nucléaire iranien. Si les Américains veulent un accord, ils doivent remplir toutes ces obligations avant même qu'on commence à négocier sur un accord concernant le nucléaire. Et bien sûr, toutes les sanctions imposées à l'Iran. Comme je l'ai dit, l'Iran se prépare depuis le cessez-le-feu et depuis la levée du blocus sur le plan militaire, mais aussi en préparant la société, en remplissant à nouveau tous ces silos de nourriture et de produits essentiels pour la population. Alors, l'Iran sait qu'il dispose de ce levier et que ce levier ne va pas disparaître. Les Américains le savent, les Iraniens le savent, le régime israélien le sait aussi. S'ils ne le savaient pas, ils n'auraient pas arrêté les tueries au Liban. C'est vrai, ils font exploser des maisons, ils volent des biens, ils brûlent des forêts, ils arrachent des oliviers dans le sud du Liban. Ils brûlent des forêts et commettent toutes sortes d'actes honteux, comme le font les sionistes. Mais ils n'ont pas repris les tueries.
Peut-être que quelques personnes ont été tuées ou assassinées ces dernières semaines. Mais dans l'ensemble, ils ont ralenti. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Iran est on ne peut plus sérieux. Comme je vous l'ai déjà dit, s'il y a une guerre entre l'Iran et le régime israélien, l'Iran vaincra ce régime sans difficulté. La seule raison pour laquelle ce régime peut bombarder l'Iran, c'est grâce aux avions citernes américains, aux avions américains qui ravitaillent leurs chasseurs. Et ces avions doivent décoller de Jordanie. Le régime jordanien est tout aussi mauvais qu'Israël, l'Arabie saoudite ou d'autres régimes de la région. Donc le régime israélien, seul, n'a aucune capacité réelle pour affronter l'Iran. Et même avec le soutien total des États-Unis, l'Iran le vaincrait quand même. Ils sont donc dans une position de faiblesse. Les Américains aussi sont dans une position de faiblesse. Et les Iraniens continueront à exercer une pression jusqu'à ce que cette guerre prenne fin. Quelle est la communication, ou disons, à quel point les échanges sont bons entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre l'Iran et le Qatar? Est-ce qu'ils se comprennent sur le fait que, si l'on sait qu'Israël, tôt ou tard, va attaquer l'Iran, et qu'il pourrait essayer de faire quelque chose contre l'Iran, mettons de côté les États-Unis pour l'instant, mais qu'ils devront utiliser ces pays-là pour attaquer l'Iran, s'ils décident de le faire? Et la réponse iranienne? Vous avez mentionné que l'Iran pouvait réagir facilement à une attaque israélienne. Alors, quelle est la communication en Iran, d'après ce que vous comprenez aujourd'hui, sur la situation entre l'Iran et l'Arabie saoudite? Est-ce qu'on en arrive à un point où il pourrait y avoir une sorte d'accord de sécurité, pas une architecture, pas une structure formelle, mais une forme de compréhension entre les pays de la région? C'est difficile à dire. Je veux dire, il y a eu quelques progrès avec les Saoudiens. Ils ont envoyé une délégation pour les funérailles, pas une délégation de tout premier plan, mais ils en ont envoyé une. En même temps, les Saoudiens exercent beaucoup de pression sur le Yémen et ils ont harcelé l'avion civil iranien qui essayait d'atterrir à Sanaa. Donc les Saoudiens, vous savez, ils ont toujours eu un problème. L'Arabie saoudite a toujours eu ses propres dynamiques internes. Et vous savez, autrefois, c'était le foyer du wahhabisme, du salafisme et des groupes takfiri à travers le monde, avec le soutien de l'Occident. Je veux dire, les Saoudiens ont financé tellement de projets en Europe et en Occident pour ces groupes, et les services de renseignement occidentaux étaient au courant. Je me souviens d'un ami à Londres, son neveu est venu en Iran, oui, son neveu, et c'était pendant la sale guerre en Syrie. Son neveu, un sunnite issu de la communauté sunnite, m'a raconté que son frère était en train d'être recruté pour partir en Syrie. Et leur famille, ce jeune homme qui est venu en Iran et que j'ai rencontré, enfin, il était jeune à l'époque, il a 10 ans de plus maintenant, eh bien, ce jeune homme m'a dit qu'ils étaient allés voir la police. Ils ont expliqué la situation à la police de Londres, et la police leur a répondu « Ne vous inquiétez pas, on contrôle tout ». Et au final, ce jeune homme, son frère, je crois que c'était son frère, est parti en Syrie. Donc les services de renseignement occidentaux, les Saoudiens, les Qataris, Erdogan, tout le monde était là. Le Mossad aussi, tout le monde travaillait ensemble. La Jordanie et la Syrie également. Les Saoudiens ont toujours été par le passé au cœur de ces groupes takfiri. Mais après l'arrivée de Mohammed Ben Salman, les choses ont changé. Il s'est éloigné de ces groupes takfiri et du wahhabisme. Mais vous savez, c'est lui qui a lancé la guerre génocidaire au Yémen. Et il a aidé les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran. En même temps, il a déclaré à plusieurs reprises aux dirigeants iraniens qu'il voulait de meilleures relations. Donc c'est difficile de dire comment les choses vont évoluer.
Mais je pense que la défaite des États-Unis face à l'Iran a eu un impact très profond dans ces pays. Et ces pays ne voulaient pas que la guerre continue. Ils ne voulaient pas qu'elle reprenne. Comme on en a déjà parlé, et comme vous l'avez remarqué, les Iraniens n'ont pas bombardé l'Arabie saoudite, ni même les Émirats ou le Qatar, ces dernières semaines. À chaque fois que les Américains violaient le cessez-le-feu et attaquaient l'Iran, et que l'Iran ripostait, il ne frappait pas ces pays-là. Il a frappé Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Donc clairement, il y a eu un changement. Vous m'entendez maintenant? Oui, je t'entends. Yeah, you're back. Oui. Alors évidemment, il y a eu un certain changement. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. When it comes to Turkey, Quand on parle de la Turquie et de la Palestine, on voit Erdogan déclarer qu'il soutient le peuple du Liban, le peuple de Palestine. Et on sait bien l'influence qu'ils ont en Syrie, l'influence qu'ils exercent sur le terrain avec ces groupes en Syrie. Alors selon vous, si les États-Unis essaient de pousser ces acteurs à agir contre le Hezbollah dans le nord du Liban, est-ce qu'Erdogan s'opposerait à cette décision? Ou est-ce qu'il participerait d'une manière ou d'une autre? Ou, pour le dire autrement, qu'en est-il de la communication entre l'Iran et le gouvernement turc? Est-ce qu'ils échangent? Est-ce qu'ils coopèrent sur la situation au Liban pour faire en sorte que ces groupes ne bougent pas dans le nord du pays, si jamais les États-Unis tentaient quelque chose? Eh bien, Erdogan d'ailleurs n'est pas venu aux funérailles. Il a dit qu'il viendrait quand les choses se calmeraient, ce qui montre beaucoup de courage. Non, il ne fera rien pour soutenir la Palestine. Il fera des discours. Il dira des choses désagréables sur Netanyahou, sur à quel point Netanyahou est mauvais. Mais il continuera à transporter du pétrole vers Israël, du pétrole bon marché venant de Bakou, et il fera son argent comme ça. Et les Israéliens profiteront de ce pétrole à bas prix. Ils en profitaient déjà à une époque où le prix du pétrole était très élevé. Donc personne ne devrait compter sur Erdogan. Moi, je ne pense pas qu'il va aider. Personne ne devrait compter sur Erdogan pour aider la résistance. Pas du tout. Ni les Palestiniens, ni les Libanais. Mais je ne pense pas non plus qu'Erdogan va soutenir le régime israélien. Je veux dire, ils ont aidé les Israéliens en Syrie, c'est évident. Ils pensaient qu'ils pourraient avoir une grosse part du gâteau, tu vois. Mais il n'est pas en position de travailler pour les Israéliens, ni de les aider, parce que ce serait très mauvais pour l'avenir de la Turquie. Franchement, il s'est complètement trompé dans ses calculs. Et ce qu'il a fait à la Syrie, la destruction de la Syrie par Erdogan, par les régimes de la région et par les Israéliens, a renforcé la position des Israéliens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a rendu la situation beaucoup plus difficile pour la résistance en Palestine et au Liban. Après tout, Jolani est un agent des États-Unis et il fait tout son possible pour empêcher le Hezbollah de recevoir des renforts venus d'Iran, pour empêcher l'Iran de faire passer une aide à la résistance. Et c'est vraiment remarquable de voir comment le Hezbollah a réussi à tenir dans ces conditions, alors que les Takfiri en Syrie, les forces laïques pro-occidentales à Beyrouth et les sionistes à Tel Aviv ont tous cherché à détruire le mouvement. Malgré tout, il a accompli un travail tout à fait exceptionnel. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'Erdogan agira activement contre la résistance, parce que la seule chose qui le sépare encore de Netanyahou, c'est justement la résistance. Il ne reste plus rien d'autre. Il a détruit le mur syrien et il a considérablement affaibli la Turquie. Israël, d'ailleurs, du point de vue des Israéliens, voit aujourd'hui deux forces principales dans la région. L'une est sunnite, l'autre est chiite.
Les actes de résistance, et comme ils les appellent, les frères musulmans, ils disent qu'ils sont aussi contre eux. La Turquie, le Qatar, je ne sais pas vraiment quelle est la position des Iraniens là-dessus, ni comment. Parce qu'en fait, Israël considère pratiquement toute la région comme un ennemi. Ils ne voient aucune solution. Même dans le cas de la Syrie, ils ne se sentent pas vraiment à l'aise avec la Syrie. C'est pour ça qu'ils s'opposent à la Turquie. La situation devient de plus en plus complexe dès qu'il s'agit d'Israël. Et quand il s'agit de la Palestine, vous pensez que ces deux éléments, le résultat de la guerre et la manière dont Israël attaque pratiquement tous les pays autour de lui, sont liés? Vous vous souvenez, vous m'aviez dit un jour que la Syrie était un fardeau pour les Iraniens. L'Iran a essayé d'aider la Syrie, a tout fait pour elle, mais au final, ils ont décidé de ne plus coopérer, de ne pas continuer, de ne pas riposter. Et aujourd'hui, selon moi, ce fardeau repose sur les épaules du gouvernement turc. Quelle est votre lecture de la situation actuelle en Syrie? Et comment, selon vous, la situation dans la région peut-elle aider le peuple palestinien? Eh bien, ce langage sectaire, ou cette idée qu'il y a des sunnites et des chiites, fait bien sûr partie du projet de l'Empire occidental. Et des pays comme la Turquie, d'Erdogan, la Syrie, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, Bahreïn, la Jordanie, tous ont encouragé ce sectarisme parce que ça leur permet de justifier leur inaction. Je crois que je t'ai peut-être déjà raconté cette histoire. J'étais à Beyrouth et j'ai visité un centre islamique, un endroit très luxueux, financé par le Qatar. J'y suis allé avec quelqu'un d'autre. On a rencontré le cheikh, la personne responsable, et son entourage. Il n'était pas à 2 pas de Dahia, le sud de Beyrouth, mais il était quand même assez proche. Ce n'était pas très loin. Et son ignorance à propos de l'Iran, du Hezbollah, des chiites, du Cheikh et de tout ce réseau bien financé était incroyable. Il ne savait rien du tout. Je lui expliquais des choses sur l'islam, sur ce que disent les chiites, sur les politiques du Hezbollah, sur celles de l'Iran. Il n'avait aucune idée. Il ne pouvait pas répondre, et son entourage non plus. Ils sont juste formés à répéter certaines phrases, à les redire à leur public, aux gens qui participent aux cérémonies religieuses, et ainsi de suite. Mais tous sont sectaires. Donc ce qu'ils veulent, enfin ce que l'Empire veut, c'est une division religieuse, une division sectaire, une division raciale, perse, kurde, et ainsi de suite. Je veux dire, l'Iran n'est même pas une race particulière. Vous savez, Marandi, vous connaissez mon nom. C'est Azeri. Marand est une ville azérie. Khamenei, l'ayatollah Khamenei, vient de Khamenei. C'est une ville azérie. Khamenei veut dire de Khamenei. Marandi veut dire de Marand. Donc le dirigeant, lui, parlait couramment l'azéri. Et le nouveau dirigeant, c'est encore Khamenei. Donc il a des racines azéries. Le président est azéri aussi. En Iran, il n'y a pas vraiment de race ou de distinction de ce genre. C'est une société multiculturelle, très dynamique, et c'est d'ailleurs une des raisons de sa force. Mais l'Empire essaie depuis longtemps de diviser la région en différentes sectes, et il y est parvenu pendant très longtemps. Le Qatar et Al Jazeera, ce n'est pas seulement Al Jazeera, c'est tout un appareil. Ils ont des milliers de centres, de personnes qu'ils financent, ou de sites web, de médias à travers le monde, ou même des individus qu'ils soutiennent. Et ils agissent tous dans un cadre bien précis. C'est pareil avec les Saoudiens, c'est pareil avec Erdogan et son entourage, avec la Jordanie, et ainsi de suite. Ils ont encouragé le sectarisme, la haine religieuse, l'Occident aussi d'ailleurs. Mais cette hostilité religieuse dans notre région, cette hostilité raciale aussi, entre Kurdes et Arabes par exemple, tout ça pour garder le contrôle. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'un seul pays qui soutient vraiment la cause palestinienne.
l'Iran. Les Palestiniens sont majoritairement sunnites, certains sont chrétiens. Ce n'est pas un pays chiite, et pourtant, ce sont les Iraniens qui les soutiennent, pas les autres. Le Hezbollah les soutient, pas les autres. Ansar Allah les soutient aussi. Et quand la Bosnie était en train d'être anéantie, un petit pays sunnite, les Iraniens y sont allés. Un ami à moi, son frère est tombé là-bas en martyr. Il s'appelait Nawab. En arabe, on dit Nawab. Tu sais, cette division sectaire, elle est fabriquée par l'Empire et par ses relais régionaux. Mais les gens ne se laissent plus avoir. Quand l'Iran a frappé le régime israélien, mais aussi les supplétifs américains dans le Golfe Persique, tout le monde arabe applaudissait l'Iran. Sauf les takfiris, tu vois, les wahhabites, les salafistes et tous ceux qui sont liés au régime. Les gens applaudissaient. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient clair dans la propagande. Ils savaient que ces régimes étaient des pions des États-Unis. Ils savaient qu'ils étaient dans le camp israélien. Donc ça ne marche plus vraiment. Cette division, elle ne sert à rien. Erdogan ne représente pas les sunnites. Erdogan représente Erdogan. Et il ne fera rien pour la Palestine. Le seul moment où il bougera, c'est si son propre pays est menacé par le régime israélien. Mais il sera perdant, parce qu'il a soutenu les Israéliens pendant toute cette période, et qu'ils auront donc l'avantage. En revanche, si le régime israélien lance une attaque contre la Turquie, je n'ai aucun doute qu'alors l'Iran attaquera Israël. Aucun doute là-dessus. Donc même si Erdogan ne viendra jamais en aide au Hezbollah, ni à Dieu, ni au Hamas, ni au djihad islamique palestinien, ni au peuple syrien, ni au peuple iranien, l'Iran, lui, viendra en aide au peuple turc s'il est attaqué. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans votre émission. Certains, notamment des Syriens, m'ont critiqué pour ça, parce que les opposants à l'Iran ont aujourd'hui beaucoup d'influence en Syrie. Ce n'est pas comme si... Et le régime syrien n'est pas... Pardon, je ne sais pas où j'ai été interrompu. Vous avez dit que l'Iran exerce beaucoup d'influence en Syrie. Oui, et le régime n'est pas dans une très bonne position. Mais quand j'ai dit dans ton émission que si Jolani décidait de reprendre le territoire syrien au régime israélien, l'Iran le soutiendrait, le Hezbollah le soutiendrait. La résistance en Irak le soutiendrait aussi. Alors, certains Syriens m'ont critiqué pour ça, en disant « Pourquoi tu soutiendrais, pourquoi l'Iran soutiendrait Jolani ?» Parce que le régime israélien est le plus grand mal. L'Empire américain est un mal encore plus grand. Si Jolani ne le faisait pas, enfin, c'est purement hypothétique, Jolani ne mordrait jamais la main qui le nourrit. Mais s'il venait, d'une manière ou d'une autre, à ouvrir les yeux et à décider qu'il faut se battre et reprendre notre territoire, les premiers à l'aider seraient le Hezbollah, l'Iran, la résistance en Irak, et ainsi de suite. Avant de conclure, professeur Marandi, j'aimerais parler du nouveau guide suprême d'Iran, qui a perdu sa famille. Les funérailles ont lieu aujourd'hui et demain, et c'est un événement immense. Comme vous le savez, c'est quelque chose de très personnel pour lui, puisqu'il a perdu toute sa famille. Comment voyez-vous la situation avec ce nouveau guide suprême? Parce que beaucoup de gens, en dehors de l'Iran, diraient que dans les médias traditionnels, on ne le connaît pas. On ne l'a jamais entendu, on ne sait pas quelles seront ses politiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? C'est bien sûr un érudit de haut rang. Il a travaillé avec son père, dans le bureau de son père, toujours très discret. Tous les membres de la famille de l'ayatollah Khamenei ont toujours été très discrets. Toujours. Ils n'avaient pas d'entreprise. On ne les voyait pas en public. Si quelqu'un avait croisé Saïd Ayatollah Seyed Mourshid al-Khamenei dans les rues de Téhéran il y a 6 mois, 99 personnes sur 100
même plus que ça, n'auraient pas su qui il était. On ne le voyait jamais à la télévision. Il enseigne, oui, mais dans des cercles universitaires, dans des écoles, dans des forums savants, pas à la télé, pas dans l'espace public. Donc les gens ne le connaissaient pas. Mais il a travaillé avec son père pendant des décennies et il comprend la politique mondiale, la politique régionale et les dynamiques de la société iranienne. Regional politics, he understands the dynamics of Iranian society. He's a high-ranking scholar himself. C'est lui-même un haut responsable et un érudit. Je pense qu'il y aura une continuité et qu'il poursuivra les mêmes politiques. Il ne va certainement pas en faire une affaire personnelle. Son père a été martyrisé. Sa sœur a été martyrisée. Son beau-frère a été martyrisé. Pas le mari de la sœur qui a été martyrisé, mais le mari de la sœur qui est encore en vie. Son neveu, sa nièce ont été martyrisés. Et beaucoup de personnes proches de son père, dans son entourage professionnel, ont aussi été martyrisées. Mais lui, il ne va pas réagir de manière émotionnelle. L'Iran, vous savez, je crois que c'est bien connu, les Iraniens n'agissent pas sous le coup de l'émotion. Nous sommes un peuple très émotif, c'est vrai. Mais quand il s'agit de travailler, nous sommes très prudents. On parle souvent des échecs et du tissage des tapis. Et il y a beaucoup de vrai là-dedans. Donc, les Iraniens vont affaiblir les Américains, ils vont affaiblir les Israéliens, et ils vont continuer avec une intensité encore plus forte, parce que l'ennemi est en position de faiblesse. L'ennemi a été gravement affaibli. Est-ce que ça va se produire demain? Non. La semaine prochaine? Non plus. Mais c'est un processus. Je pense donc que la politique qu'il va suivre sera dans la continuité, et il bénéficiera d'un soutien extrêmement large. Regardez simplement le déroulement des funérailles. On peut les suivre en direct sur Press TV ou sur d'autres chaînes comme Al-Alam ou encore le média libanais Al-Mayadeen. Depuis minuit, la nuit dernière, il y avait des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers, rassemblées dans le complexe, attendant l'arrivée du corps. Le corps a été emmené, et depuis, les gens vont et viennent sans arrêt. D'immenses foules toute la journée. Il fait une chaleur incroyable, autour de 40 degrés, 39 peut-être. Et ça va continuer encore quelques jours. C'est un soutien vraiment impressionnant. Ça montre clairement où en est le peuple iranien. Ils ont gagné la guerre. Ils ont tenu pendant le siège. Ils ont gagné à la table des négociations. Et l'unité que le pays affiche aujourd'hui, on peut la voir à la télévision. Ensuite, son corps sera transporté en Irak, et on verra combien les funérailles y seront importantes, sous des températures encore plus élevées qu'à Téhéran. Il aura donc un large soutien, à la fois dans son pays et à l'étranger. Il aura un mandat fort, et il poursuivra la purification de la région du sionisme et de l'Empire. Ce qui s'est passé en Irak, ce mouvement récent, qu'on appelle là-bas mouvement anticorruption, ou peu importe le nom qu'ils lui donnent. Certains disent que c'est lié à l'Iran, à l'influence iranienne en Irak. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre l'Iran et ce qui se passe en Irak? Ou bien le nouveau gouvernement essaie-t-il simplement de suivre sa propre voie? Honnêtement, je ne sais pas très bien ce qui se passe en Irak. Est-ce que c'est vraiment un mouvement contre la corruption ou autre chose? Quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, il y en a beaucoup. L'Irak, c'est très compliqué. Les Américains tiennent l'Irak à la gorge. Vous savez que tout le pétrole irakien passe par les banques américaines et que les États-Unis doivent donner leur autorisation pour que l'Irak puisse récupérer son argent. Donc l'Irak exporte son pétrole, cet argent part dans les banques américaines, et ensuite, le gouvernement américain doit donner son feu vert au gouvernement irakien pour qu'il puisse toucher son propre argent. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis que ce fou et ce monstre, Saddam Hussein, a créé une situation qui a permis aux États-Unis de faire adopter des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU
et en gros de contrôler une grande partie de l'économie irakienne. L'Irak est dans une impasse, et c'est quelque chose que le gouvernement irakien devra, espérons-le, affronter. Mais il y a de la corruption. Bien sûr, une partie de ce qu'on appelle la corruption vient du fait que les Américains ont sanctionné l'Iran et qu'ils contrôlent l'économie. Du coup, l'Iran fait des affaires sous le manteau avec l'Irak. Vous savez, pendant que les Américains étranglent l'Irak, et c'est quelque chose que les gens ordinaires, vos téléspectateurs, devraient savoir, l'Iran fournit à l'Irak de l'électricité et du gaz naturel. Et à cause des sanctions, le gouvernement irakien ne paie souvent pas l'Iran pendant des mois, parfois même pendant des années. Mais l'ayatollah, le martyr ayatollah Soleimani, disait toujours « Ne coupez pas le gaz, ne coupez pas l'électricité ». Le peuple irakien en a besoin. Ils n'ont pas d'électricité. Et l'été, il fait très chaud. C'est vrai, on n'est pas payé. C'est vrai, on a besoin d'argent. C'est vrai aussi, on a besoin de gaz et d'électricité. Et oui, on est sous sanction, mais eux, ils en ont besoin. Alors l'Iran n'a jamais coupé l'approvisionnement. Mais les affaires entre l'Iran et l'Irak ne passent pas par le système bancaire. Du coup, beaucoup de choses sont officiellement considérées comme de la corruption. Mais en réalité, ce n'en est pas vraiment. C'est juste la seule manière de faire. Donc oui, c'est compliqué. Il y a peut-être un peu de tout là-dedans. Une partie relève vraiment de la lutte contre la corruption. Mais à mon avis, le fait que les funérailles aient eu lieu en Irak et que le gouvernement irakien ainsi que les provinces aient coopéré pour organiser et accompagner la procession funéraire en Irak, ça en dit long. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un vrai plaisir.